Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de probabilité, la dernière de cette série qui regroupe les probabilités sur un univers fini. Ok, donc voilà, on va voir donc des compléments sur les variables aléatoires, des petites formules un petit peu plus techniques, donc j'ai mis un petit peu à part. Voilà, c'est la partie un petit peu technique du cours. Et on va parler de la loi des grands nombres, ce qui est un peu l'objectif en fait de tout ce qu'on a vu là, c'est d'arriver à ça. Donc voilà, ça clôt bien, je pense, la série de vidéos. Enfin bref, allez, allons-y tout de suite. Alors, on va commencer par une définition un petit peu technique, qui ne va pas trop vous surprendre si vous avez compris ce que c'était que deux événements indépendants. Donc si je prends un espace probabilisé fini, deux variables aléatoires, donc vous savez, c'est des applications de oméga dans R, eh bien, si j'appelle x1, x2, xk le support de x, je vous rappelle, c'est les valeurs que x prend avec une probabilité non nulle, et y, y2, yl le support de y, on dit que x et y sont indépendantes si et seulement si, eh bien, pour tout i, pour tout cas, p de x égale xi et y égale yj, c'est égal à la probabilité de p égale xi multipliée par la probabilité de p égale yj. Autrement dit, les événements x égale xi et y égale yj sont indépendants. Alors, je l'ai pris juste pour les valeurs pour lesquelles c'est non nul, parce que c'est les seules pour lesquelles ça fait sens. Mais sinon, en fait, on pourrait aussi définir pour n'importe quel xy, on doit avoir cette formule-là. Bon, parce que si x n'est pas dans le support, ça vaut 0, et ça aussi, bon. Ok, la formule est encore vraie, bien évidemment. Mais là où elle est intéressante, c'est quand ces deux choses-là sont non nulles. Ok. Très bien, donc voilà, une petite définition. Et puis, pareil qu'on a vu des événements mutuellement indépendants, ça voulait dire que le produit de l'intersection de plein était toujours la probabilité de l'intersection était le produit des probabilités, bah là c'est pareil. Si on prend x1, x2, xp, plein de variables aléatoires, enfin p variables aléatoires, on dit qu'elles sont mutuellement indépendantes ou juste indépendantes tout court. Si et seulement si, et bien du coup les événements x1 égale xi1, x2 égale xi2, xp égale xip, donc voilà, ils sont indépendants. Ces événements-là sont mutuellement indépendants. Ok. Donc voilà, c'est les produits et tout ça. Ok. Voilà, petite définition. Donc on dit, voilà. Et généralement, dans la plupart des cas, on dit juste que les variables, si on a p, sont indépendantes, ça veut dire ça. Voilà, voilà. Bon, très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors déjà, on a besoin d'un petit lemme technique. Ça c'est pareil, c'est pas indispensable. Ça va me servir pour démontrer des choses qui me sont utiles après. On a déjà vu des exemples comme ça, où on démontre des formules qui sont utiles pour les preuves, mais en fait qui en soi ne sont pas vitales. Puis c'est assez évident, si deux variables aléatoires sont indépendantes, alors pour tout i et j inclus dans R, toute partie de i et de j inclus dans R, la probabilité que x appartient à i et y appartient à j, c'est la probabilité de x appartient à i fois la probabilité de y appartient à j. Donc bon, alors voilà, un petit calcul technique. Là, la preuve n'est pas essentielle, je la fais parce que quand même, voilà, on est un cours de maths, on essaye d'être rigoureux, de démontrer tout ce qu'on dit, mais c'est pas le plus important du cours, clairement pas, quoi. La loi binomiale, c'est plus important. Ok, donc j'appelle x1, x2, xk les valeurs possibles de x, de probabilité non nulle en tout cas, et puis y, y1, yl, l'ensemble des images de y. Alors là, j'ai pris inter i, donc je prends les images de x qui sont dans i l'ensemble qui est là, et les valeurs de y qui sont dans j. Voilà, je les appelle y1, y2, yl. Alors peut-être qu'il n'y en a pas, d'accord, mais ok, auquel cas c'est facile. S'il y en a un des deux qui vaut 0, s'il n'y en a pas dans i, ok, ça marche bien. Donc c'est un cas que j'évacue. Et donc si c'est non vide, je nomme les éléments comme ça. Et puis donc, x appartient à i, c'est la réunion des événements x égale xi pour i allant de 1 à k. Ça vous le savez bien. C'est l'avantage des probabilités finies, c'est qu'on n'a pas besoin de s'embêter avec des choses comme ça. Hop, y, c'est l'union de ces choses-là, bien évidemment aussi. Jusque-là, tout va bien. Et donc, x appartient à i intersecté avec y appartient à j. Bon, en fait, ça fait donc l'union de ces choses-là intersectée avec l'union de ces choses-là. Et donc, comme vous le savez, une union intersectée avec une union, ça fait l'union de toutes les intersections 2 à 2. D'accord? Donc, ça fait l'union pour i allant de 1 à k et j allant de 1 à l des x égale xi intersecté avec y égale yj. On fait la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Ok, voilà. Réunion d'ensemble, intersection de tout ça, c'est la réunion de toutes les intersections 2 à 2. Ok? Parce que si c'est dans l'intersection des deux unions, c'est que c'est bien dans la réunion et dans la réunion, donc c'est dans un des ensembles et dans un autre des ensembles. Et donc, voilà, je fais la réunion 2 à 2 de tous les ensembles, j'ajoute tout ça et j'obtiens bien la même chose. Ok, bon, jusque-là, tout va bien. Et l'avantage, c'est que ces ensembles-là, ils sont tous disjoints, puisque x égale xi pour i différent de j, et x égale xi et x égale xj sont deux ensembles disjoints. Donc tous ces événements-là sont tous disjoints, donc on peut utiliser la formule du crible, donc, qui nous dit que la probabilité d'une union d'ensembles disjoints, c'est la somme des probabilités de tous ces ensembles-là.
Et donc la probabilité de cet ensemble-là, eh ben, c'est la somme pour i allant de 1 à k, j allant de 1 à l, de la probabilité de x égale xi et y égale yj. Et donc par indépendance de x et y, ça c'est le produit, okay, par définition. Et donc là, oh, bah, sous nos yeux ébahis, on peut factoriser, d'accord, hein, parce qu'une somme sur i d'une somme sur j de ai bj, en fait, ça fait la somme des ai fois la somme des bj. Hein, ça, c'est une formule qui est vachement importante, il faut bien comprendre cette histoire-là. Vous voyez, le fait que ce soit p de x égale xi, vous l'appelez ai, p de y égale yj, vous l'appelez bj, ça marche tout le temps. Hein. Vous voyez, peut-être ça se voit mieux dans l'autre sens. Une somme des ai fois une somme des bj, si on développe tout, ça fait la somme de tous les produits ai bj. Okay, donc là, j'ai factorisé. Hein. Ça, c'est un truc technique qu'on utilise de temps en temps en maths qu'il faut bien comprendre. Hein. Okay. Une somme double comme ça, en fait, ça fait les sommes de toutes les cases du tableau. Vous voyez, il y a tous les ai et tous les bj. Bah, du coup, c'est la somme des ai fois la somme des bj. Bah, quand on développe tout, ça fait bien cette somme-là. Ok, et puis donc, bah, du coup, maintenant, je suis content parce que là, je trouve x appartient à, la probabilité que x appartient à i, et là, la probabilité que x appartient à j. Donc, ça donne bien le résultat qu'on voulait. Voilà. Donc, cette formule-là, elle est plus importante, hein, limite, que la preuve de ce théorème-là. Okay, mais en soi, ça, c'est utile de bien comprendre que cette somme double est égale au produit des deux sommes simples. Là. Ok. Très bien. Alors maintenant, un truc qui est plus utile, quelque part, c'est que si x et y sont deux variables aléatoires indépendantes, et si je prends deux fonctions de R dans, deux applications de R dans R, G, f et G, quelconque, alors f de x et g de y sont encore indépendantes. C'est une formule en x, une formule en y. Bon, intuitivement, on peut se dire, bah voilà, dire que x et y sont indépendantes, ça veut dire finalement que les valeurs de x et les valeurs de y sont indépendantes les unes des autres. La valeur que prend x ne change rien à la valeur que prend y. Du coup, la valeur que prend f de x ne change rien à la valeur que prend g de y. Intuitivement, c'est assez facile. Bon, maintenant, il faut encore quand même le démontrer un petit peu proprement. Bon, c'est un peu technique, mais ce n'est pas très dur. Donc, je prends une valeur de la variable aléatoire f de x, okay, dans le support de f de x. Bon, bah, f de x est égal à y, ça veut dire que grand X, c'est un antécédent du singleton y. Enfin, la valeur x est dans l'ensemble des antécédents de y. D'accord ? Hein, la valeur que va prendre la x, bah, son image c'est y, autrement dit, c'est un antécédent de y, la valeur de grand X. Et donc ça se note, x appartient à l'ensemble des antécédents de y, okay, du singleton y. C'est pas f-1 de y, c'est pas l'application bijective, f n'est pas bijective. Hein. Donc ça c'est bien l'image réciproque de l'ensemble y, l'ensemble des antécédents de y. Vous savez, l'image réciproque d'un ensemble de l'espace d'arrivée. Hein. Faut bien comprendre les notations. Ça veut dire les antécédents de y. Ok ? Et donc maintenant, si je prends z, qui est dans image de g de y, bon, bah, c'est la même chose, d'accord? Ça veut dire que y est dans g-1 de z. Hein, donc je ne l'ai pas réécrit. Mais alors, donc si je prends f de x égale y intersecté avec g de y égale z, finalement, je peux le réécrire, x appartient à f-1 de y intersecté avec y appartient à g-1 de z. Et donc ça, c'est ce que j'appelle i, ce que j'appelle j, et je suis ramené à la question d'avant. Vous voyez, ça c'est un ensemble i, un ensemble j. Ah, ben si x et y sont indépendants, alors ça fait le produit de x appartient à f-1 de y multiplié par y appartient à g-1 de z. D'accord? Et ça, je rechange le sens. Ah, ben ça veut dire que f de x égale y. Et ça veut dire que g de y égale z. Et donc, j'ai bien trouvé que l'intersection de ces deux-là, c'était ça. Et donc, pour toute valeur y et z, on a donc démontré qu'elles étaient indépendantes. Ok, alors maintenant, petite définition sympathique. Voilà, enfin, on va le voir après, que ça, c'est la covariance, ça s'appelle. Enfin, la différence des deux, c'est la covariance. Mais enfin bon, première chose. Donc, premier résultat, si on prend donc un espace probabilisé fini, on prend x, y, deux variables aléatoires indépendantes. Alors, l'espérance du produit x, y, c'est le produit des espérances x de x fois l'espérance de y. OK? Alors ça, voilà, là, j'ai mis en couleur. Ça, c'est utile à savoir. Ça peut être pratique pour faire des calculs si on sait que deux variables sont indépendantes. Ça peut être donné dans l'énoncé. Il faut peut-être le décoder en lisant l'énoncé. Mais en tout cas, ça va être pratique. Et alors, attention, première chose qu'on va voir, c'est que ce n'est pas une équivalence. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé qu'espérance de xy, c'est espérance de x fois espérance de y qu'elles sont indépendantes. C'est équivalent pour les probabilités, hein, oui, si produit des x égale xi, y égale y, c'est l'intersection des deux, ok. Mais là, juste ça, ce n'est pas une caractérisation des variables aléatoires indépendantes, on se méfie, d'accord? Ça ne suffit pas. D'accord, on va tout de suite faire un exemple. Je prends une variable aléatoire x comme ça, qui prend les valeurs -2, 1, 1 et 2, avec la loi uniforme. D'accord, sur l'ensemble, -2, -1, 1, 2. Toutes les probabilités égales un quart. Bon, pourquoi pas. Et maintenant, je prends la variable aléatoire y qui est égale à x au carré. Je pense que vous êtes assez d'accord sur le fait que x et x au carré ne sont pas du tout indépendantes. Hein. Les valeurs que prend x au carré, bah, ça dépend vachement des valeurs que ont pris x. Hein. Ok?
J'espère que ça c'est clair pour vous, mais bon, on va le vérifier de façon par le calcul. Du coup, si je prends x carré, les valeurs possibles c'est 1 et 4, d'accord? Et puis la probabilité c'est 1/2 à chaque fois, parce que 1 et 1 quart plus 1 quart, et 4, 1 quart plus 1 quart, donc voilà la loi de probabilité de y. Ok? Alors maintenant on va faire xy, xy du coup ça fait x3, puisque y c'est x2. Donc la loi de x3, elle n'est pas dure à faire. Moins 2, ça fait moins 8, probabilité 1 quart. Moins 1, ça fait moins 1, probabilité 1 quart. 1, ça fait 1, probabilité 1 quart. 2, ça fait 8, probabilité 1 quart. Donc là, ça va. Et, ok. Et donc maintenant, on va calculer l'espérance de xy. Donc l'espérance de ça, finalement, vu que c'est 1 quart à chaque fois, ça fait 1 quart fois la somme de toutes les valeurs, ça fait 0. Ok. Puis l'espérance de x aussi, parce que c'était 1 quart et la somme de toutes les valeurs, la moyenne de toutes les valeurs, là, ça fait 0, parce que la somme fait 0. Donc l'espérance de x aussi, ça fait 0. Donc j'ai bien la formule, l'espérance de xy est l'espérance de x fois l'espérance de y, quelle que soit l'espérance de y, vu que c'est 0 fois un truc, ça fera bien 0. Donc la formule est juste. Ok. Or, x et y ne sont pas indépendants, ça il suffit maintenant de le vérifier facilement. La probabilité que x égale 1 et que y égale 4, par exemple, donc x est 1, x ou 2, ça vaut 1, ça vaut pas 4. Donc la probabilité de ça, c'est 0. Alors que la probabilité de x égale 1, c'est 1 quart, c'est pas 0. La probabilité de y égale 4, c'est 1/2, c'est pas 0. D'accord? Et donc ça, c'est pas le produit des deux trucs. Donc on vérifie bien, x et y ne sont pas indépendants. Voilà. Même si c'était évident en soi, on le vérifie sur le calcul. Ils ne sont pas indépendants, pourtant on a bien la formule qui est là. Ok? Voilà, voilà, voilà. Donc déjà, attention, pas faire cette erreur-là. J'insiste bien là-dessus. Bon, maintenant, il faut quand même prouver que ça marche quand ils sont indépendants. Alors c'est pareil, ça va être un peu technique, désolé, mais je n'ai pas trouvé comment faire autrement. Donc de nouveau, j'appelle x1, x2, xk le support de x, et y1, y2, yl le support de y. Les valeurs que ces variables aléatoires peuvent prendre. Et donc, espérance de x fois espérance de y, du coup, ça fait la somme de p, la probabilité de x égale xi fois xi, et la somme de la probabilité que y égale yj fois yj. Ok. Maintenant, si vous avez bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure, un produit de somme comme ça fait la somme double des produits de Z2 de ces choses-là. Donc ça fait la somme pour i allant de 1 à k et j allant de 1 à l de p de x égale xi, y, p de y égale yj fois xi, yj. Ok. Très bien. Maintenant, ça, on utilise le fait que les deux variables aléatoires sont indépendantes. Et donc ce produit-là, c'est le produit de l'intersection x égale xi et y égale yj. On va dire, ok, pourquoi pas. Très bien. Alors maintenant, il va falloir que je décompose un petit peu, parce que le problème, c'est que xi égale yj, ça ne prend pas forcément que des valeurs différentes. Ok. Et donc, il faut que je note les valeurs du produit xy. Il y en a un certain nombre. Peut-être qu'il y en a moins, vous voyez, que k fois l. Parce que peut-être qu'il y en a qui se regroupent. D'accord? Donc, voilà, je prends Z1, Z2, ZR, les valeurs de xy, des différents produits, et à chaque fois, je vais appeler Zm l'ensemble des couples j tels que xi, yj égale Zm. Donc pour n'importe quel m entre 1 et r, vous voyez, je décompose l'espace en fait en les différents couples i et j qui me donnent le même produit. Et donc cette somme-là, je vais la couper, je vais la séparer entre les valeurs, voilà, pour chaque Zm, les valeurs de xi, yj qui donnent ça. Ok. Alors du coup, cette somme, qu'est-ce qu'elle donne? Bon, du coup, mes produits xi, xj, ils donnent forcément un des valeurs Z1, Z2, ZR. Donc je vais faire la somme pour m allant de 1 à r des xi, yj qui donnent la valeur Zm. Vous voyez, je décompose comme ça ma somme. Je regroupe mes termes en fait. Je dis voilà. Si celui-là il donne Zm, ok, je les mets à part. Et donc je fais la somme pour tous les indices qui donnent Zm, de p de x égale xi, y égale yj, Zm. Je regroupe tous ceux-là qui donnent la même chose ici. Et puis je fais la somme pour toutes les valeurs Zm possibles. Donc pour toutes les valeurs du produit. Ok? Je ne sais pas si vous comprenez bien, c'est important de bien comprendre ça. On avait un tableau, là, il y en a qui donnaient les mêmes choses, je les regroupe. Je dis voilà, tous ceux qui donnent Z1, tous ceux qui donnent Z2, tout ça, et hop, je fais la somme de ces termes-là pour ceux qui donnent Z1, ceux qui donnent Z2, ceux qui donnent ZR. Et j'ai bien tous les termes, je n'en ai pas oublié, parce que le produit, c'est toutes les valeurs possibles du produit que j'ai mis. Z1, Z2, Zm, ZR. Ok? Et du coup, maintenant, ça, le Zm, là, je peux le sortir de la somme, il ne dépend pas de I et de J, d'accord? Donc ça fait la somme pour m allant de 1 à r de Zm fois la somme pour ij appartient à Zm de p de x égale xi et y égale yj. Mais ça, si j'y comprends, si je réfléchis bien, ça c'est justement les valeurs, vous voyez, où x égale xi et y égale yj, c'est justement les valeurs où xy donne Zm. C'est fait pour, c'est les indices i et j pour que ça marche. D'accord? Donc ça c'est exactement la somme des Zm fois la probabilité que xy égale Zm. Parce que c'est la somme de tous les événements élémentaires qui vérifient cet événement-là. Donc ça fait ça. Et ça, au joie, c'est la formule de l'espérance de xy, par définition. Ça, c'est les valeurs de xy
somme des valeurs de x, y, il faut la probabilité que cette valeur arrive. Ah, bah, ça fait l'espérance de x, y. Voilà. Bon, c'est une technique, c'est pénible. C'est plus important de connaître le résultat que de connaître la preuve, même si elle n'est pas complètement inintéressante. Ok. Alors maintenant, on peut en déduire cette petite formule, là, qui est sympathique comme tout, qui dit que si x, y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors, bah, v de x plus y, c'est v de x plus v de y. On avait vu une formule pour l'espérance d'une somme. On savait qu'espérance de x plus y, c'est espérance de x plus espérance de y, mais pour la variance, on ne savait pas trop encore. Hein. Ok, parce que c'est plus compliqué. On avait juste vu la variance de ax plus b, on a vu que c'était a au carré variance de x, mais sinon, pour ça, on ne savait pas trop faire. Et donc, bah, voilà, on a une nouvelle formule maintenant. Si jamais elles sont indépendantes, on peut faire ça. Et on va voir que c'est pratique. Ok, alors, bon, bah, on va le démontrer maintenant. Ça, c'est pour le coup, ça vous pourriez limite le faire tout seul. Vous pouvez essayer, c'est pas très dur. Avec ce qu'on a vu avant, c'est pas trop dur. Donc, par définition, enfin non, c'est pas la définition, mais c'est la formule qu'on a dit qu'on utiliserait souvent pour calculer la variance. Hein. Vous savez que c'est le truc qui, à l'oral, se dit très très mal. Espérance de x plus y au carré moins espérance de x plus y au carré. Donc, il faut la subtilité, oui, c'est espérance de x plus y au carré moins espérance de x plus y au carré. Ouais, bref, c'est dur à dire à l'oral, parce qu'on entend quand même un peu la même chose. Hein. Ok, alors on y va, on développe comme des barbares. Maintenant, on sait que ça, bah, du coup, c'est x2 plus 2xy plus y2. Et puis ça, c'est espérance de x plus espérance de y. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente, hein, le tout au carré. Ok, donc maintenant, par linéarité de l'espérance, bah, du coup, ça fait espérance de x2 plus 2, espérance de xy plus espérance de y2, moins, alors on développe ce truc-là, espérance de x le tout au carré, moins espérance de y le tout au carré. Le double produit, bah, du coup, ça fait moins 2 espérance de x, espérance de y, parce que là, c'était plus, mais il y a un moins qui s'applique à tout le monde. Voilà, donc on obtient cette petite formule-là. Et donc là, sous nos yeux ébahis, si on change l'ordre, on obtient que ça fait espérance de x2 moins espérance de x au carré. Ah, c'est la variance de x. Espérance de y2 moins espérance de y le tout au carré. Ah, la variance de y. Plus ce terme-là, plus 2 fois espérance de xy moins espérance de x, espérance de y. Fantastique. On vient de montrer que ça faisait 0, ça, si x et y étaient indépendants. Pam, ça fait v de x plus v de y plus 2 fois 0. Voilà. Ok, donc on s'est cassé la tête avant, mais du coup, pour démontrer ça, c'est fastoche. Ok, très bien. Et donc maintenant, si on prend retour à la loi binomiale, vous vous rappelez, on était galéré un petit peu pour démontrer l'espérance et la variance de la loi binomiale. Bon, bah, si on prend donc, je vous rappelle que la loi binomiale est définie en prenant x1, x2, xn, n variables aléatoires de Bernoulli mutuellement indépendantes. D'accord, on fait l'expérience de Bernoulli qui a 2 issues, hein, réussite-échec, on l'a fait n fois de suite de façon indépendante. Okay, et on dit, voilà, x1, c'est la loi qui compte 1 quand on réussit la première expérience, x2, c'est celle qui compte 1 quand on réussit la deuxième expérience, et 0 sinon, et ainsi de suite. Et donc, une façon de voir la loi binomiale, c'est de se dire, bah, finalement, c'est la somme de ces variables aléatoires-là. D'accord? On ne l'avait pas encore vu comme ça. La variable aléatoire y, qui est la somme des variables aléatoires de Bernoulli, qui suivent la loi de Bernoulli, et de façon indépendante, ah, bah, ça suit la loi binomiale. Du coup, on retrouve très facilement que son espérance, c'est la somme des espérances. Donc c'est NP. Mais en plus, on va pouvoir montrer que la variance, elle est sympa. Alors, vous me dire, ok, attends, tu as fait la variance de 2 qui était indépendante, tu n'as pas dit la variance de plus. Alors oui, une petite récurrence que je n'ai pas faite, qui dit que si x1, x2, xn sont toutes indépendantes, alors, bah, du coup, la variance de la somme, c'est la somme des variances. D'accord, je l'ai fait pour 2, du coup, si on le fait pour 3, on dit, ah oui, mais x1 plus x2 et x3, ils sont indépendants, donc on peut appliquer la formule, et hop, par hypothèse de récurrence, bon, ça vous allez le faire tout seul, c'est évident. C'est vraiment pas très dur, quoi. Donc, si ça marche pour 2, ça marche pour n'importe quelle somme finie, hein. Ok, et donc, bah, du coup, je peux calculer la variance de y. Bah, c'est la variance de x1 plus la variance de x2 plus la variance de xn, et c'était donc p1 moins p, p1 moins p, p1 moins p, ah, np1 moins p. Alors, pour ceux qui se rappellent la vidéo précédente, comment on s'est galéré pour calculer ça, avec des trucs de malade sur les coefficients binomiaux, et finalement, c'est pratique de connaître cette formule-là. Ok, mais voilà, donc c'était pour dire une autre façon de démontrer plus facilement peut-être que la variance d'une loi binomiale, c'est ce truc-là. Ok, allez, un petit truc qui est sympa aussi. Je ne connaissais pas du tout avant de faire ce cours. Donc voilà, j'espère que ça vous a des trucs. Moi, je ne connaissais pas ça. Donc, alors allons-y. Si on prend un espace probabilisé fini et si on prend x, une variable aléatoire à valeur dans n, ok, à valeur entière positive, voilà, des entiers naturels, la valeur. Ça ne prend que des valeurs des entiers naturels. Donc, j'ai l'impression que c'est un cas très particulier. Hein. C'est pour ça que je ne voyais pas trop l'intérêt au début, mais après, vous allez voir quand vous regarderez les exercices, que j'ai envie que vous cherchiez, hein, et vous regarderez les corriger après si vous voulez, mais
il y a un exercice là qui démontre, que je trouve fantastique, et ma camarade Laurent Le Floch, qui a écrit un bouquin de proba, m'a convaincu qu'il fallait mettre ça pour cet exercice. Et donc, je vous le spoil un petit peu, mais on démontre qu'on ne peut pas tricher. On ne peut pas fabriquer 2 dés à 6 faces comme on veut. On ne peut pas les modifier pour modifier leur probabilité pour obtenir que quand on lance ces 2 dés, toutes les sommes soient équiprobables. Vous voyez, c'est quand même impossibilité de faire ça, c'est quand même balèze comme résultat. Oui. On pourrait se dire, tiens, si tu triches les dés, tu mets la probabilité que tu veux sur chacune des faces, des 2 dés, ben, tu ne peux pas te débrouiller quand même. Ce n'est pas possible de réussir à trouver une technique pour qu'après que ces 2 dés-là, tu aies la même probabilité d'obtenir une somme égale à 2, qu'une somme égale à 6, qu'une somme égale à 7. Voilà. C'est pas possible de faire ça. C'est balèze, hein, si on réfléchit comme ça, c'est pas simple. Et avec les fonctions génératrices, et les résultats qui viennent après, ça se fait bien. Mais voilà, donc c'est pour ça que du coup, il m'a convaincu que c'était quand même utile. Bon, alors bref, donc allons-y. Alors c'est quoi cette fonction génératrice? On l'appelle phi de x, ou phi indice x parfois. C'est un polynôme. Alors du coup, je l'ai appelé, j'ai pas dans R de x, parce que sinon ce serait le vrai bordel, parce que c'est déjà x, on appelle la variable aléatoire. Alors, vous voyez, un polynôme, si je mettais x indéterminé, ce serait n'importe quoi. Donc du coup, j'appelle t l'indéterminé, je suis un peu obligé de prendre une autre lettre. Et donc c'est le polynôme qui vaut p de x égale k, t puissance k. C'est bizarre. Hein. C'est-à-dire que les valeurs de la variable aléatoire, on les met en puissance de l'indéterminé. Et le coefficient, c'est la probabilité que ça fasse ça. OK? C'est une définition. Je veux dire, x, il prend des valeurs. Par exemple, s'il prend la valeur 2 avec une probabilité 1,5, du coup, ça fera 1,5 de t2. S'il prend la valeur 3 avec probabilité, je ne sais pas, moi, 1/4, ça fera 1/4 de t3. D'accord? Les différentes valeurs qu'il prend, qui sont que des entiers, on les met à la puissance et on prend devant les coefficients la probabilité que ça tombe. Donc la somme des coefficients du polynôme fait 1. D'accord? Ok. Et donc, voilà, donc, on peut faire la somme pour tous les entiers. Ça ne change pas, puisque cette probabilité-là vaut 0, sauf pour un nombre fini. Hein, d'accord? Parce qu'on est un espace probabilisé fini. Donc voilà, si on ne veut pas s'embêter à prendre la somme sur les valeurs de im de x, on peut aussi le définir pour la somme pour tout cas. Ça va être pas mal pour ajouter, par exemple, pour deux variables aléatoires différentes, x et y à valeur entière. Du coup, on va pouvoir ajouter phi de x et phi de y, parce que du coup, ce sera les mêmes indices, quoi. Parce que là, en fait, il n'y en a qu'un nombre fini qui est non nul. Donc voilà, c'est une astuce qui est pas mal. Et donc, une façon de se rappeler de ça, c'est d'écrire phi de x égale l'espérance de t puissance x. Ce qui ne veut rien dire, hein, t puissance x, t indéterminé. Mais juste, ça permet de se rappeler, parce que du coup, si on prenait ça, si ça c'est une fonction de x, on imagine, et ben, du coup, l'espérance, c'est la somme de p de x égale k de f de x, bah, du coup, si c'est ça, f de x, ça fait bien t puissance k, vous voyez. Hein, parce que quand grand X vaut k, bah, du coup, t puissance grand X, ça fait t puissance k. Donc c'est une façon de se rappeler de la formule, si vous préférez. Hein. OK? Donc voilà. OK. Allez, tout de suite, pour bien comprendre, je pense que c'est bien de le faire. Donc vous me faites, pour les lois les plus simples, la loi uniforme sur 1n, la loi de Bernoulli et la loi binomiale de paramètre np, écrivez-moi les fonctions génératrices. Hein, comme vous savez, ça c'est les valeurs 0 et 1, c'est bien dans n, et ça c'est les valeurs 0, 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc c'est bien dans n, donc ça va. Et puis ça, évidemment, les valeurs c'est 1, 2, n, donc c'est bien des valeurs entières aussi. Alors faites-le, c'est important. Mettez sur pause, voir si vous avez bien compris la définition. Reprenez la définition qui est avant. Hein. Donc la somme des p de x égale k, t puissance k. Et faites-le pour cela. Mettez sur pause et faites-le vraiment, c'est important de voir si vous avez bien compris la définition. Quoi. Ok, dernière chance, moi je le corrige. Alors allons-y, donc la première, 6x c'est une loi uniforme, ça veut dire que la probabilité c'est tout le temps 1 sur n, d'obtenir 1, 2, 3 ou n, donc tous les coefficients sont égaux à 1 sur n. Okay. Et puis les puissances, du coup c'est les valeurs possibles, donc c'est de 1 à n. Donc voilà, ça fait t puissance 1 fois 1 sur n, t puissance 2 fois 1 sur n, t puissance 3, et on ajoute tout ça. Donc ça fait la somme des tk pour k allant de 1 à n, fois 1 sur n. Okay. Donc ça on peut le factoriser, si vous connaissez la formule des termes d'une somme géométrique, c'est toujours pratique de savoir ça. Hein, on met t en facteur et du coup on obtient la somme pour k allant de 0 à n-1 de t puissance k, et ça on sait que c'est 1 moins t puissance n sur 1 moins t. Et donc on fait une nuit par t, ça fait t moins t puissance n plus 1 sur 1 moins t. Le 1 sur n il reste là, et voilà la formule raccourcie de phi de x, qui est bien un polynôme. Ça, y a 1 et racine de manière évidente, donc ça sur 1 moins t, ça fait bien un polynôme. D'ailleurs ça fait celui-là, enfin bon. Ok. Alors, pour la loi de Bernoulli, bon, c'est encore plus simple, il y a que deux valeurs possibles. Il y a 0 et 1. D'accord? Donc t puissance 0, ça fait 1, ok, probabilité 1 moins p. T puissance 1, probabilité p, ben voilà. 1 moins p fois t puissance 0 plus p fois t puissance 1. Ouais. Ok, fastoche. Ah, Bernoulli. Ah, c'est un petit peu plus compliqué parce que voilà, il y a des formules. Donc si on les remplace, vous savez que ça peut prendre toutes les valeurs entre 0 et n. Et la probabilité que ça prenne la valeur k, rappelez-vous, c'est k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Okay. Et donc, ça fait ce polynôme-là, où donc pour k allant de 0 à n, la probabilité de x égale k fois t puissance k. Alors on pourrait laisser ça comme ça, mais en fait, si on est malin,
On va reconnaître une formule parce que vous voyez, si je mets le P avec le T, j'obtiens une somme de K parmi N de PT le tout à la puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. Et là, oh, c'est la formule du binôme de Newton. D'accord? C'est PT plus 1 moins P, le tout à la puissance N. Et tiens, c'est marrant parce que du coup, c'est la Bernoulli à la puissance N. Quand je fais N fois de suite la Bernoulli, on dirait que tiens, c'est marrant, ça, phi de x, c'est le produit des phi de ça. Eh bien, ce n'est pas du tout un hasard, parce que c'est justement le théorème qui arrive après. Si on prend deux variables aléatoires qui sont indépendantes, et justement, la loi binomiale consiste à faire des schémas de Bernoulli de manière indépendante les uns des autres. Hein. Rappelez-vous, dans la définition, c'est marqué. Hein. Eh bien, si on prend deux variables aléatoires à valeur entière qui sont indépendantes, phi de x plus y, c'est phi de x fois phi de y. Donc oui, c'est ce qu'on avait cru remarquer, en fait c'est vrai. Maintenant, il faut le démontrer, et c'est ça l'outil essentiel qui permet de résoudre l'exo dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, que je vous incite à chercher parce qu'il est quand même très sympa. Donc c'est ça dont on va se servir, cette propriété-là qui est dingue en fait. Ok, bon après quand on la voit, elle n'est pas si dingue que ça à démontrer, mais comme ça c'est quand même chouette. Donc, parce qu'en gros, vous voyez, ça veut dire si on connaît la loi de x, la loi de y, on fait un produit de polynôme, on trouve le polynôme, boum, on trouve la loi de x plus y quand même. Vous voyez, bon, c'est pas si dur à faire à la main, mais du coup c'est pratique quoi. Ok. Alors allons-y. Donc, bon, j'appelle phi de x somme pour i allant de 0 à m d ai t puissance i, j'appelle ai les coefficients, bi les coefficients de phi de y, ok. Et puis alors j'ai mis le même degré, ah bah attends, phi de x, phi de y, c'est pas forcément le même degré. Oui, alors j'admets que m c'est le plus grand des deux degrés et que les coefficients peuvent être 0. Vous voyez, j'ai pas dit que am était différent de 0, donc il n'est pas forcément de degré m. D'accord? Il y en a un des deux qui est de degré m, ça sert à rien de prendre les deux égaux à 0, mais... Ok, donc je prends m le maximum des indices, enfin voilà, le maximum des degrés de phi de x et phi de y, et puis comme ça je mets les mêmes indices pour pouvoir ajouter et faire des calculs avec sans m'embêter. Ok, très bien. Alors, alors qu'est-ce que ça veut dire que x plus y égale r? X plus y égale r, ça veut dire qu'il existe une valeur i entre 0 et r, telle que x égale i et y égale r moins i. Peut-être que ça c'est des événements impossibles, hein. Peut-être que x égale i ça n'arrive pas, peut-être que y égale r moins i ça n'arrive pas, mais en tout cas, il faut faire la somme de toutes ces choses-là, d'accord, pour obtenir x plus y égale r. Je le décompose en éléments, voilà, disjoints, 2 à 2. Donc la probabilité que x plus y égale r, c'est la somme des probabilités que x égale i et y égale r moins i. Et comme ces x et y sont indépendants, ça c'est le produit des deux. Par définition, vous savez, c'est la somme pour i allant de 0 à r de p de x égale i fois p de y égale r moins i. Or p de x égale i, c'est le petit ai. P de y égale r moins i, c'est b r moins i. Donc finalement, j'obtiens que ça, c'est somme des ai br moins i, pour i allant de 0 à r. Et là, oh joie, alors il faut connaître un petit peu les polynômes, mais ça, c'est exactement le coefficient de degré r du polynôme produit phi de x soit phi de y. D'accord? Par définition. Et donc, la probabilité que x plus y égale r, le coefficient du polynôme phi de x plus y, en r, c'est le coefficient du monôme de degré r du produit phi de x, phi de y. Pour toutes les valeurs de r, c'est la même chose, d'accord? Le coefficient de ce polynôme-là, c'est le même que le coefficient de ce polynôme-là. Donc finalement, les deux polynômes sont égaux. Et voilà. Ok. Très bien. Alors maintenant, on va définir la covariance. Donc pour les fonctions génératrices, ça suffit. Hein. Enfin, les exos, on n'en parle plus. Je vous laisse vous amuser avec les exercices. Revenons-en à notre définition de tout à l'heure. On a vu que si deux variables aléatoires x, y étaient indépendantes, espérance de x, y, c'était égal à espérance de x fois espérance de y. Okay, donc, en général, quand les deux sont indépendants, ce truc-là fait 0. Mais sinon, des fois, ça ne fait pas 0. Et ben, on lui donne un nom à ce truc-là. On appelle ça la covariance de x et y. Voilà. Donc, je prends deux variables aléatoires, x et y. On appelle covariance de x et y. On note cov de x, y, l'espérance de x, y, moins espérance de x, espérance de y. Ok. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que si la covariance vaut 0, enfin, s'ils sont indépendantes, la covariance vaut 0. Et la réciproque est fausse. Ok. Alors, on a les petites propriétés suivantes, qui sont sympathiques. La covariance de x, y, on peut le réécrire comme espérance de x moins espérance de x fois y moins espérance de y. Petit calcul. D'accord? Donc, du coup, bon, voilà, c'est une autre façon de l'écrire. Hein. C'est... pourquoi pas. Et puis, surtout, on a la formule, maintenant, pour la somme, la variance de x plus y, on a une formule générale, vous voyez, qui marche, hein, qui est v de x plus v de y moins 2 covariance de x, y. Ok? C'est pas tellement... Ça rappelle un peu les histoires de normes, de produits scalaires et tout ça. Vous savez, si x, y étaient orthogonaux aux normes de x plus y au carré, c'est norme de x plus au carré plus norme de y au carré. La variance, c'est un peu ça. Et puis, si jamais ils ne sont pas orthogonaux, norme de x plus y au carré, c'est norme de x au carré plus norme de y au carré plus 2 fois x scalaire y. C'est un peu l'équivalent, ça, vous voyez? Ça ressemble à ça. Et d'ailleurs, on a des preuves qui rappellent Cauchy-Schwarz qui arrivent, vous voyez.
Bref. Alors allons-y. Donc la première chose, bon, alors si je calcule l'espérance de ce produit, donc je développe ce truc-là, ça fait xy moins x espérance de y moins y espérance de x plus moins par moins espérance de x espérance de y. Voilà, donc espérance de tout ça, hein, je peux le développer, ça fait espérance de y moins x espérance de y, enfin moins espérance de x espérance de y, puisque ça c'est la constante, elle est là, espérance de y. Hein. Donc espérance de x espérance de y, le espérance de y qui sort de l'espérance que c'est une constante, et donc ça fait espérance de x espérance de y, moins espérance de x c'est la constante fois espérance de y, ok, et puis plus, bah, ça c'est une constante, espérance d'une constante c'est la constante, donc c'est égal à ça, et donc voilà, tout ça se simplifie, il y en a moins 2 plus 1, il en reste moins 1, et donc ça fait bien la covariance, ok, donc voilà, pas très dur, hop, pas très fondamental non plus. Hein. Bon, par contre, plus utile, cette petite formule, ça peut servir. La variance de x plus y, donc par définition, on l'a vu tout à l'heure. Vous vous rappelez mon petit calcul? On était arrivé là. Et on avait dit, ah, bah, du coup, si ça vaut 0, ça fait bien v de x plus v de y. Ben, justement, on avait entre ça et ce truc-là, c'est exactement la covariance. Donc, reprenez le calcul qu'on a fait avant. Hein. On avait trouvé v de x plus 2 covariance de xy plus v de y. Ben, donc, voilà. La formule, elle est bonne. OK? Très bien. Alors, un petit truc rigolo. C'est plus des stats que des probas, mais quand même, c'est important de connaître ce truc-là parce que c'est quand même sympathique. Donc, de même façon que l'écart type, vous voyez, quelque part, ça permettait d'écrire notre variable aléatoire si les varieurs étaient proches ou pas de la moyenne. Eh bien, là, le coefficient de corrélation, c'est un indice pour nous dire si x et y, elles ont voilà, elles sont corrélées. Alors, c'est pas indépendant, justement, c'est pas pareil, mais elles ont des rapports en les uns entre les autres. C'est-à-dire que c'est un indice quand même. Si le coefficient de corrélation est très grand, voilà, ça veut dire qu'il y a des chances que x et y se ressemblent. On va voir dans quel sens ça veut dire ça. Bref, donc en tout cas, c'est une définition. On va y réfléchir un petit peu. Coefficient de corrélation entre x et y, ben, c'est covariance de xy sur l'écart type de x, l'écart type de y. OK. Bon, alors là, on pourrait se dire déjà, c'est très bizarre. Si je prends y égale x, la covariance de xy, je ne l'ai pas dit, mais ça fait espérance de xy, ça fait espérance de x2, moins espérance de x, espérance de y, moins espérance de x tout au carré, ça fait la variance de x. Donc si x égale y, ça fait variance de x, sigma de x, ça fait variance de x, ça fait 1, vous voyez. Donc si x égale y, c'est le coefficient, il vaut 1. Bon, c'est déjà pas mal. Et puis même si y égale à x, ça vaut 1 aussi, c'est pas très dur à démontrer. OK. Bref, et en tout cas, ce que je dis, c'est que ça, c'est un nombre qui est entre moins 1 et 1. Ah, ça peut être négatif, hein, la covariance a priori, il n'y a pas de raison. Ça c'est sûr, c'est positif en bas, mais la covariance a priori peut être négative. OK. Et donc, on va commencer par démontrer ce truc-là, que valeur absolue de ça, c'est plus petit que 1. Et pour ça, on va raisonner de manière analogue à Cauchy-Schwarz. Si vous déjà connaissez la démonstration de Cauchy-Schwarz, ça va vous rappeler quelque chose, parce que l'idée, c'est de se dire, tiens, pour tout t dans R, on va calculer la variance de tx plus y. On sait que ça, c'est positif, une variance est toujours positive. Et donc, d'après ce qu'on a vu, ça, c'est variance de tx plus variance de y, plus 2 covariances de txy. OK? Or, comme la covariance est espérance de xy moins espérance de x, espérance de y, c'est linéaire en x. Et en y d'ailleurs, hein, c'est binaire. C'est-à-dire, la covariance de txy, c'est pareil que t fois la covariance de xy. Il suffit de sortir le t de l'expérience de x, ou de l'espérance de xy. Donc, finalement, ça fait t au carré v de x. Ça, on l'a vu dans la vidéo précédente, hein, qu'on pouvait sortir le t, mais que ça devenait t au carré. Plus v de y, il n'a pas changé, plus 2t, covariance de xy. Or, ça, c'est tout le temps positif. Donc, j'obtiens un polynôme de degré 2 en t, d'accord? Ça fait at2 plus bt plus c, qui est toujours positif. Et donc ça veut dire que le discriminant de ce polynôme en t est toujours négatif, inférieur ou égal à 0. OK? Et le discriminant de ça, bah, regardez, ça fait b carré, ça fait 4 covariances de xy au carré, moins 4ac, moins 4 v de x, v de y, qui doit être tout le temps inférieur ou égal à 0. Donc on enlève les 4, on passe de l'autre côté. On trouve bien que ça au carré est plus petit que 1. Hein, covariance de xy divisé par v de x, v de y est plus petit que 1. Et donc, ben, du coup, la valeur absolue de sa racine carrée, c'est entre moins 1 et 1. Voilà, enfin, bref. Hop, hop. Voilà, parce que ça, c'est la racine carrée de ça, c'est valeur absolue de. Hein. Racine carrée de covariance au carré, ça fait valeur absolue de covariance. Donc valeur absolue de ρ de xy est plus petit que 1. OK. Voilà, il suffit de passer de l'autre côté et prendre la racine carrée de chaque côté. Hein. Racine carrée de cov i au carré, ça fait valeur absolue de cov de xy. Ça fait sigma de x, sigma de y.
Et donc, je divise, ça fait bien le résultat qui est annoncé ici. Voilà, voilà, voilà. Alors ça, c'est très dur à y penser. Hein. Si on n'a pas cette idée, voilà. Pour démontrer ça, si on n'a pas l'idée de faire comme ça, c'est chaud. Hein. Alors, on essaye de voilà, bricoler au hasard, ça va être compliqué. Hein. Ok, donc c'est une bonne astuce cette preuve-là. Ok, très bien. Alors là, je vous ai des petites illustrations pour essayer de comprendre un peu mieux le coefficient de corrélation. Voilà des illustrations qui sont données sur Wikipédia. Et donc, on se rend compte que, vous voyez, si x et y dépendent de manière affine les uns des autres, vous voyez, si les valeurs de x, en fonction des valeurs de y, ça fait des droites comme ça, alors les coefficients de corrélation sont égaux à 1. Okay, et puis en gros, moins, voilà, si les valeurs de x et y, là, on a l'impression qu'elles ne dépendent pas l'une de l'autre, elles ont l'air bien indépendantes, alors le coefficient de corrélation fait 0. Et donc, on a intuitivement l'impression de se dire, plus les variables dépendent l'une de l'autre, plus le coefficient de corrélation est proche de 1. Donc c'est pas mal, c'est vrai de savoir a priori deux variables aléatoires avec un petit calcul, parce que l'espérance de x, y, ok, il faut le calculer, mais ça se fait, quoi. On fait notre tableau, on calcule les produits, tout ça, on fait espérance de y, moins espérance de x, espérance de y, on divise par les racines, voilà, les écartifs. Bon, un petit calcul qui, comme ça, hop, tu te donnes deux variables aléatoires, est-ce qu'elles sont dépendantes ou pas, clac. Enfin, bon, on peut le faire différemment, il faut regarder avec les lois de probabilité, hein, si elles sont dépendantes. Mais voilà, un truc qui dirait, c'est qu'elles sont plus ou moins indépendantes quand elles ne le sont pas, quoi. Parce que si elles le sont, on peut le vérifier, si tu veux, avec les lois. Hein. On regarde les produits et tout ça. Mais quand elles ne le sont pas, est-ce qu'elles sont presque indépendantes ou pas du tout? Vous voyez, l'idée, c'est un peu de mesurer ce truc-là, quoi. Et en fait, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Ça ne marche pas du tout. Parce que je donne d'autres exemples. Tous ces exemples-là, les coefficients de corrélation sont à peu près 0. Hein. Arrondi, ça fait 0, parce que voilà. Alors que clairement, je veux dire, là, x et y ne sont pas indépendants les uns des autres. Hein. Les valeurs de x et les valeurs de y ne sont vraiment pas indépendantes si je fais des courbes comme ça. Donc, si ça ne dépend pas de manière linéaire, ça fait une parabole, une exponentielle, machin. Ça fait une courbe. Si c'est juste et pas une droite, la relation entre les deux, le coefficient de corrélation, il ne le voit pas du tout. Hein. Donc, il peut y avoir une relation très très forte entre x et y, genre x et... si y c'est x2, elles ne sont pas du tout indépendantes, elles dépendent très fortement, mais là, le coefficient de corrélation, on ne va pas le détecter. D'accord? Donc, il a quand même des limites. Hein. Il faut faire attention à ça. Quoi. Okay, donc, si le coefficient de corrélation est proche de 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport de proportionnalité entre x et y. Hein. Pas forcément du tout qu'ils soient indépendants. Okay, donc, c'est la limitation. C'est un truc qui peut être pratique. Disons que si le coefficient de corrélation est proche de 1, on sait que x et y sont presque linéaires. Donc, pas du tout indépendants. Okay, s'il est proche de 0, on ne peut à peu près rien dire. Ok. Donc, voilà. Mais par contre, il y a encore un piège, parce que si x et y sont proches de 1, on dit que x et y sont corrélés. D'accord? Et donc, ces variables varient dans le même sens, etc. Du coup, on pourrait imaginer qu'il y a une relation de cause à effet entre ces deux variables. Hein, il y a des cas typiques dans l'histoire. Est-ce que le taux de cholestérol lui, il est corrélé avec le risque d'accident cardiovasculaire, mais est-ce qu'il y a une cause à effet entre les deux? Ça, c'est pas si clair, vous voyez, on a tendance à se dire que oui, regarde, ceux qui ont plus de cholestérol font plus d'attaques, donc il y a un lien de cause à effet entre les deux. Donc on fait baisser le cholestérol, on va faire baisser les attaques. Mais ce n'est pas forcément le cas. Je vous donne un exemple. Il est clair que le nombre de glace qui est vendu, en France par exemple, est très très corrélé au nombre de morts qu'il y a par noyade dans les piscines publiques ou même dans les piscines. Et plus on vend de glace, plus il y a de morts dans les piscines. Il faut arrêter de vendre des glaces parce que ça tue des gens dans les piscines. C'est complètement crétin. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet entre les deux. Mais pourtant, c'est vrai que c'est tout à fait corrélé. Hein. Plus on vend de glace, plus il y a de morts. Alors pourquoi? En fait, il y a une cause commune aux deux événements, qui est indépendante des deux événements, qui est le fait qu'il y a une vague de chaleur. S'il se met à faire très très chaud en France, on va vendre beaucoup plus de glace, on va avoir beaucoup plus de gens dans les piscines, donc plus de morts par noyade dans les piscines. D'accord? Et quand il fait très très froid, personne ne se baigne, donc il n'y a pas de morts dans les piscines et on vend très peu de glace. Donc, les deux événements peuvent être tout à fait corrélés, sans avoir aucun lien de cause à effet les uns avec les autres. Okay, donc voilà, ça c'est pas vraiment dans le cours de proba, mais je suppose que c'est intéressant de le savoir quand même. On n'a pas de technique comme ça pour savoir si deux choses sont vraiment... elles sont reliées mathématiquement, ça ne veut pas dire qu'elles sont reliées par une cause à effet. Quoi. Vous voyez, c'est ça, il faut se méfier quand on est scientifique de ce genre de choses. Quoi. Ok. Alors un autre exemple, hein, je trouve très sympa, il y a un site là, qui s'appelle Spurious Correlation, qui se traduit par corrélation foireuse. Ils prennent des données sur plein de trucs, ils ont des données dans tous les sens, et du coup ils en trouvent qui se ressemblent de façon hallucinante, alors qu'a priori elles n'ont rien à voir. Par exemple, il y a une corrélation monstrueuse entre les importations de pétrole norvégien aux USA et les conducteurs qui sont tués dans une collision avec un train. Bon, alors en plus, c'est des épiphénomènes, ça c'est vraiment, il y en a très très peu à chaque fois, hein, mais si on prend les deux courbes, vous voyez, elles se ressemblent hallucinantes. Donc, là, évidemment que personne ne va dire qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux. Mais si vous avez envie de démontrer ça, et vous êtes scientifique, vous avez envie de démontrer qu'il y a un lien entre la taille des poissons et la réactivité à tel produit, et que vous trouvez qu'il y a des courbes comme ça, vous êtes vachement tenté de dire « Ah, donc c'est bon, c'est la preuve ». Eh ben non, c'est pas une preuve. C'est un indice peut-être, mais c'est pas une preuve. Vous voyez ?
C'est ça qu'il faut se méfier hein, de ce genre de choses-là, quoi. Ok, très bien. Allez, revenons-en à nos mathématiques et on arrive un peu au point d'orgue de ce cours, le feu d'artifice final. Attention, c'est ce que je voulais, voilà, ce que je voulais arriver à faire, c'est ça. Donc le but de toutes les formules techniques qu'on a vues, etc., c'est d'arriver à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, je prends un espace probabilisé fini, je prends x1, x2, xn, n variables mutuellement indépendantes sur oméga, ok? Et je suppose que toutes ces variables aléatoires, dont je ne connais pas la loi, mais elles ont la même espérance et la même variance, v. Ok? Alors, je prétends que la probabilité que la somme des xi sur n, donc la moyenne en fait, hein, des variables aléatoires, vous voyez, je prends une variable aléatoire qui donne la valeur moyenne que j'obtiens, x1, x2, xm, moins m, la probabilité que ça, donc l'espérance, est plus grande que alpha, c'est plus petit que v sur n alpha carré. Dire oh là 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 là, que c'est que cette histoire? Alors on va vérifier tout de suite, hein. C'est simplement l'égalité de Bien-Aimé-Chebyshev, là que je vous rappelle ici, qui dit que la probabilité que la valeur absolue de x moins espérance de x pour n'importe quelle variable aléatoire x est plus grande que lambda. Ça c'est plus petit que v de x sur lambda 2. Alors on va appliquer ça, on va regarder, donc là si, à notre variable aléatoire qui est la somme des xi sur n, bon, parce que l'espérance de la somme des xi sur n, bah, du coup ça fait 1 sur n fois la somme des espérances des xi, donc ça fait m plus m plus m plus m plus n fois sur n, ah ça fait m, ok, très bien. Donc l'espérance de la moyenne, bah, c'est m, puisqu'elles sont toutes d'espérance égale à m, et la variance de ça, d'après ce qu'on a vu juste avant, puisqu'elles sont toutes indépendantes, d'accord, je peux sortir le 1 sur n2 de la variance de la somme, ça fait la somme des variances. Donc ça fait 1 sur n2 fois v plus v plus v plus v n fois, donc nv sur n2, ça fait v sur n. Ok? Donc j'ai l'espérance de ma loi, j'ai sa variance, je remplace ici, donc ma x moins espérance de x, bah c'est m, donc c'est ça grand x, hein, moins m, ok, ça donne ça. Plus grand que lambda, bon là c'était alpha, ok, et plus petit que v de x sur alpha 2 du coup. Hein. Et hop, donc v c'est ça, d'accord, donc ça fait bah, plus petit que v sur n sur alpha 2, bah voilà, v sur n alpha 2, exactement ce que j'ai annoncé là. C'est Bien-Aimé-Chebyshev. Ok, donc voilà, on ne comprend rien à cette formule, ce qui voulait, pour le moment c'est normal, mais voilà la preuve, hein, ok, c'est une conséquence du Bien-Aimé-Chebyshev que j'applique à cette variable aléatoire là, qui est la moyenne de tous les xi, en utilisant les formules qu'on a vues sur l'espérance et la variance. Ok, on arrive à ça. Et alors qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Pourquoi c'est important ce truc-là? Parce qu'on va se dire, bon, cette formule-là, t'es mignon, mais... Voilà quoi. Alors, c'est là qu'on y arrive. Donc prenons un espace probabilisé fini, un oméga, un événement de ça, d'accord, et puis n, un entier. Ok. Donc je suppose que oméga, c'est l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire, et que la probabilité d'obtenir oméga, je l'appelle, c'est P du singleton oméga. D'accord? Donc voilà, j'ai une expérience, je dis tiens, la probabilité d'obtenir cet événement-là, c'est ça. Défini de façon abstraite, mathématiquement, P, c'est une fonction qui à chaque élément a une valeur. Ok? Et donc je suppose que je me dis, voilà, tiens, la probabilité d'avoir ça, c'est ça. Ok? Et donc je vais recommencer n fois cette expérience, donc à chaque fois je choisir un élément au hasard dans oméga, et je vais appeler xk, donc pour la kème expérience, la variable aléatoire qui vaut 1 si le résultat de la kème expérience c'est oméga et qui vaut 0 sinon. Donc chacun de mes variables x1, x2, xn sont des variables de Bernoulli, d'accord, qui donnent, bah, voilà, 1 si j'ai tiré le oméga et 0 sinon. Ok? Et voilà, donc la probabilité de mes variables, la probabilité de réussite, c'est P de oméga, hein, par définition, pour chacune de ces variables-là. Et je recommence de façon indépendante. Vous voyez, je tire un élément au hasard, hop, je recommence, hop, très bien. Donc l'espérance de xk, bah, du coup, comme c'est une variable de Bernoulli, bah, c'est P de oméga, hein, comme vous le savez bien, et sa variance, bah, du coup, c'est P de oméga moins P de oméga au carré, et on l'appelle V. Ok? Jusque-là, bon, pourquoi pas, hein, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, par hypothèse, mes variables aléatoires x1, x2, xn sont indépendantes. Je tire de façon indépendante à chaque fois un élément d'oméga, et donc je peux appliquer le résultat du théorème précédent. Vous voyez, ma formule de la mort, là. Je l'applique à mon expérience aléatoire que je viens de faire là. Donc là, l'espérance, on a dit, c'était P de oméga, ok? Et puis, au lieu d'alpha, je l'appelle epsilon. Pourquoi pas? Parce que je prends epsilon qui est petit, mais... Ok, c'est vrai pour n'importe quelle valeur. J'obtiens donc cette petite formule là qui était là, V sur n, epsilon au carré. Ok. Et alors maintenant, donc x1 plus x2 plus xn, qu'est-ce que ça représente? Alors à chaque fois, x1 ou xk, il vaut 1 quand je tire l'élément oméga. Il vaut 0 sinon. Donc ça représente le nombre de fois sur les n expériences. Vous voyez, ça ajoute 1 à chaque fois que j'ai réussi. Donc ça représente le nombre de fois que j'ai obtenu le résultat oméga. La valeur de cette variable aléatoire-là, c'est qu'on a fait nos n expériences.
Combien de fois tu as obtenu oméga? Bah tiens, tu as obtenu somme des xi. Ok? Et donc, si je divise par n, bah finalement, c'est la fréquence d'apparition du résultat oméga. Oui, sur tes n tirages, en proportion, est-ce que c'est 50% du temps, 20% du temps? La proportion du nombre de fois où j'ai obtenu le résultat oméga, c'est cette valeur-là. Et donc, si je réécris mon inégalité, là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que pour tout epsilon fixé, aussi petit que je veux, et pour tout p plus petit que 1, que je peux choisir comme je veux, d'accord, il existe un entier n tel que probabilité de fn moins p de oméga plus petit que epsilon, donc le contraire de ça, est plus grand que p. Alors, je vais expliquer, parce que là, c'est l'inverse. Hein. Là, ça, c'est fn, ok? Enfin, c'est la fréquence d'apparition sur mes trucs. D'accord? Donc, dire que fn moins p d'oméga est plus grand de epsilon, c'est plus petit que ce truc-là. Et quand n devient aussi grand que je veux, je peux prendre n aussi grand que je veux, même si epsilon est fixé, ça, c'est aussi petit que je veux. Ok? Donc, la probabilité du contraire est aussi petite que je veux, donc la probabilité de lui est aussi grande que je veux. Dès que je prends un nombre strictement plus petit que 1, au bout d'un moment, ça va être plus grand que ça. OK? Hein, ça, c'est l'événement contraire de celui-là. Donc, si je reprends, hein, ce truc-là me dit que ça, c'est fn moins p d'oméga. La probabilité que la valeur absolue de fn moins p d'oméga soit plus grande qu'epsilon, elle est plus petite que ce truc-là. Et ce truc-là, si je prends n assez grand, pour epsilon fixé, vous voyez, v sur n epsilon carré, ça tend vers 0 quand n tend à l'infini. Je fixe un epsilon, très petit. Bah pour n assez grand, ça, c'est aussi petit que je veux. Okay? Donc, l'événement contraire, quand je fixe epsilon, pour n assez grand, sa probabilité est aussi grande que je veux. D'accord? Elle est plus grande que n'importe quel p, strictement plus petit que 1. Ouais. Donc, regardez bien, qu'est-ce que ça veut dire? Quand n est assez grand, hein, ça veut dire que je fixe un epsilon aussi petit que je veux. Quand n est assez grand, la fréquence d'apparition de n, l'écart entre la fréquence d'apparition de n et la probabilité d'oméga, eh ben, ça arrive, voilà, ça arrive tout le temps, en fait, que c'est plus petit qu'epsilon. Enfin, c'est pas que ça arrive tout le temps, mais on a envie de dire que la limite de fn, c'est p d'oméga. C'est ça l'idée. Hein. C'est ça qu'intuitivement, c'est ce qu'on a envie de dire. Vous voyez, c'est dire, ah bah, on avait raison, en fait. La probabilité p d'oméga, c'est bien ce qu'on avait défini intuitivement, vous vous rappelez? On dit, ben, tiens, ce serait la fréquence d'apparition du résultat oméga si vous faisiez l'expérience une infinité de fois. Et ben, c'est la justification de ça qu'on a là. D'accord? Sauf que ce truc-là, il ne dit pas exactement que fn tend vers p d'oméga. Mais par contre, la probabilité qu'il y ait un écart entre fn et p d'oméga, substantiel, d'accord, eh ben, elle est très très faible. Okay? Autrement dit, là je l'écris dans l'autre sens, la probabilité qu'ils soient très très proches, fn et p d'oméga, elle est très très grande. Okay? Autrement dit, c'est quasiment sûr que fn et p d'oméga sont hyper proches. Je prends epsilon égale 1 milliardième de milliardième de milliardième, pour n assez grand, la probabilité de ça, c'est aussi grand que je veux, que ça arrive. Okay? Bref, voilà, donc c'est un peu compliqué, c'est une histoire de convergence en probabilité, là on a un peu du truc, mais on retrouve l'intuition que P d'oméga, bah, ça représente Fn, la fréquence d'apparition du résultat oméga, si on faisait l'expérience une infinité de fois. Vous voyez, cette histoire, cette notion un peu intuitive qu'on a donnée, en fait on la retrouve de façon complètement abstraite, on définit une probabilité n'importe comment sur des oméga, etc., etc., on définit nos variables aléatoires, on utilise les formules qu'on a vues avant, et on peut démontrer ça, que en fait, eh ben, c'est pas débile, parce que si on a défini a priori la probabilité 3/4 et tout ça, eh ben, si on fait l'expérience plein de fois, la fréquence d'apparition des résultats, ça va être effectivement 3/4. Quand n va devenir très très grand, ça va tendre vers 3/4. En tout cas, la probabilité que ce soit très différent de 3/4 tend vers 0. Voilà, pour être tout à fait précis. Voilà. Ok, j'espère que vous avez compris ce truc-là, parce que ça, c'est vraiment abstrait, c'est compliqué, mais du coup, ça justifie ce que tout le monde connaît sur Terre. Intuitivement, tout le monde se dit, bah oui, la probabilité de tirer pile ou face, c'est un demi, si les pièces sont équilibrées. Mais voilà, eh ben, ça se démontre comme ça, et donc c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça très joli. Et donc, voilà, je vais conclure donc, en vous donnant quelques petits exercices à travailler à la maison, et vous avez les corrigés qui sont dessous. Donc, on lance 2 dés équilibrés, on note U1 et U2, les variables aléatoires qui correspondent aux résultats qu'on obtient avec chacun des dés. Et on demande X le minimum, Y le maximum des deux, et donner la loi de X, en déduire l'espérance de X, exprimer X plus Y fonction de U1, U2, en déduire l'espérance de Y, exprimer XY fonction de U1, U2, en déduire la covariance de XY, et puis ensuite, est-ce que XY sont indépendantes? Voilà, voilà. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Ensuite, alors des fonctions génératrices. Est-ce que la fonction qui est t associe 2 plus t au carré est une fonction génératrice d'une variable aléatoire? Rappelez-vous ce qu'on a dit sur la somme des coefficients, par exemple. Bon, bref. Voilà, est-ce que 2 moins t au carré, c'est la fonction génératrice d'une variable aléatoire? Ok. Donc, on suppose
qu'il existe une variable aléatoire telle que sa fonction génératrice soit a fois 2 plus t2, le tout au cube, trouvez a. Ok, hein, donner la loi de x en développant ce polynôme-là et en déduire la valeur de a pour que la somme fasse 1. Bon, bref. Calculer du coup après l'espérance et la variance. Ok, très bien. Alors, on prend deux variables aléatoires de Bernoulli sur 0,1, indépendantes de même paramètre. Bon, jusque-là, tout va bien. Déterminer les lois S de x plus y. Bon, ça, c'est pas très dur parce que c'est une loi binomiale à deux événements, non, si vous avez compris. Et x moins y. Ah, d'accord. Alors ensuite, on calculer la covariance de S et de D et déterminer si S et D sont indépendantes. Ok, donc voilà. Donc, on suppose que la somme de deux variables indépendantes x et y suit une loi binomiale. Ah ah! Donc c'est l'inverse. Vous voyez, d'habitude, si on prenait des sommes de Bernoulli, on obtient une binomiale. Bon, on aurait pu montrer qu'une somme de deux binomiales, c'était une binomiale. On ne l'a pas fait, mais on peut le faire avec les fonctions génératrices, si vous réfléchissez bien. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on va faire, mais dans l'autre sens. Là, si on suppose que la somme de x et y, deux variables aléatoires indépendantes, suit une loi binomiale, alors montrez que x et y suivent une loi binomiale. D'accord? Et trouver des relations entre les paramètres de ces deux lois binomiales. D'accord? Il y a des rapports les uns avec les autres et avec NP, bien sûr. Voilà, voilà. D'accord? Donc, fonction génératrice, hein, c'est un gros indice que je vous ai donné. Hein. Très bien. Alors ensuite, donc, l'exercice fantastique dont je vous ai spoilé un petit peu avant, est-ce qu'on peut truquer 2D à 6 faces numérotés de 1 à 6 de telle sorte que lorsqu'on lance les 2D, la somme des résultats observés prenne chacune des valeurs 2 à 12 avec équiprobabilité? Okay, les résultats des dés sont évidemment supposés indépendants. Hein. Bon, le résultat du premier dé, il ne dépend pas du résultat du deuxième dé. Par contre, les dés ont le droit d'être truqués de manière complètement indépendante. Hein. Le premier fait plus souvent 6, le deuxième plus souvent 1, enfin comme vous voulez. Et donc voilà une petite indication. Hein, vous allez calculer les fonctions génératrices de x et de y, où x et y sont les variables aléatoires qui donnent le premier dé et le deuxième dé. Et donc vous avez montré que si c'était possible d'avoir l'équiprobabilité, alors phi de x fois phi de y serait un polynôme qui ne possède pas de racine non nulle, puisque ça, ce serait phi de x plus y qui serait équiprobable, donc je vous laisse réfléchir tout ça. Et puis prouver que ce n'est pas possible parce que phi de x fois phi de y, il a au moins une racine non nulle. D'accord? Et donc, du coup, vous trouvez une contradiction. Voilà, voilà, voilà. Allez, bonne chance. Et bien, c'est terminé. Après ces petits exercices-là, je pense que ça suffit. Cherchez-les, c'est super important. Hein. Et puis voilà, c'est la fin du cours de proba, j'espère qu'il vous a suivi. Je ferai sans doute plus tard la suite des cours de proba pour les lois discrètes, infinies, et puis ensuite pour les lois continues. Enfin bon bref, on verra, chaque chose en son temps. Ça en tout cas, c'est mon cours de première année. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, que c'est simple, et puis vérifiez en faisant les exos. Allez, ciao, ciao et à bientôt. Voilà, alors, il y a une petite scène post-crédit encore, voilà, donc merci à tous les tipeurs qui me soutiennent. C'est grâce à vous que je bois plein de bière et que mon bidou s'arrondit. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de motiver les gens. Tiens, j'en profite pour faire un petit coucou à mon ancien élève Simon Fillès qui a réussi l'agrég externe hier. Et donc bravo à toi, je savais que tu en étais capable, classé 149e, je suis hyper fier. Voilà, bravo aussi à Valukanga, lui classé 49e, qui est un ancien de la chaîne, qui regardait les vidéos, qui dit que ça l'a aidé, et bien bravo à lui. Et bravo à tous ceux, Sylvain et les autres, hein, qui ont réussi l'agrég externe. Bref, voilà, c'est génial, il y en a qui réussissent comme ça, et ça fait toujours plaisir de voir des gens qui réussissent les concours. Allez, je vous fais à tous un gros bisou, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.